Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus sur Global Africa Télé Sud. Encore une fois, votre émission Afrofoot. Nous sommes le lundi 23 février 2026 et ma foi, on espère que vous allez tous et toutes bien. Je vais commencer avec notre champion, le Lyonnais de toujours. Mon cher Léo, comment ça va? Bah écoute, ça va et toi Malik? Super bien. Quoi de neuf? La forme? Bah comme toujours. Cash chrono, tu vas nous évoquer quel sujet? Je vais vous parler du retour en forme de Serhou Guirassy en ce début d'année 2026. Ça va arriver également dans quelques instants. Mon champion d'Afrique, toujours égal à lui-même, toujours souriant, toujours heureux. Comment ça va, Ousmane? Ça va très bien, Malik, et toi? Bah, ça va bien. Super. En plus, Alisson, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. C'est normal. Ouais. Elle se faisait désirer. Toujours. Même si notre ami Camara n'est pas là aujourd'hui. Au sujet du jour. Ouais, il m'a fait la peste décisive. Je vais parler dans l'ancien de la Bundesliga, Bounassar, qui a repris le foot, entre guillemets, après 2 ans, plus de 2 ans d'arrêt. Mais ça, ce sera plutôt dans ton foot panorama, parce qu'on a switché un peu. Et donc, dans ton cash chrono, ce sera plutôt les supporters, les supporters sénégalais, justement, qui sont du côté... Ils sont condamnés, oui, les 18 supporters. Le jugement a été rendu aussi, ouais. On va y revenir dans quelques instants. Championne, Alisson, comment ça va? Ça va très bien. La forme, ça fait Ça va. longtemps. Ça fait longtemps, T'étais justement. où? Ousmane attendait que je le félicite. Hein. J'attends toujours. Ah, le champion Le d'Afrique, champion quoi. d'Afrique, c'est pour ça qu'il m'a évoqué en d'accord. préambule. Donc, je te félicite, monsieur. Merci beaucoup. Champion d'Afrique, toutes mes félicitations. Bon, merci pour ça, c'est bien. Félicitations encore une fois. Merci. Mais t'es pas seul Bah oui. sur ce plateau, champion ouais. d'Afrique. Ouais. 2 étoiles, donc normalement. Monsieur Yoro, comment ça va? Monsieur Yoro Mangaré. Sénégalais, bonsoir. Bien. Sénégalais aussi d'ailleurs. Oui, Champion d'Afrique, félicitations. merci. Tu prends? Bah, je prends D'accord. toujours. Une étoile ne se refuse pas. Merci, c'est gentil. En tout cas, nous sommes dans cette émission pour évoquer différents sujets. Hein. Vous l'avez évoqué, les amis, hein, vos différents cash chronos. Dans le foot panorama, on va parler aussi du nouveau sélectionneur qui a donc été annoncé du côté du Togo. On va parler aussi d'Hervé Renard, qui a exprimé ses regrets de ne pas être resté longtemps du côté donc, du Maroc. André Ayew également, le Ghana. Et puis, on va se poser la question, dans le foot à plat, les championnats africains sont-ils en train de mourir sur le plan local? On sait bien que ce n'est pas terrible au niveau des différents championnats et on a besoin justement de tes lumières. Hein. Mon cher Yoro, racisme dans le foot, que font vraiment les instances? Là aussi, vous avez suivi les derniers matchs en Ligue des Champions entre Vinicius et le joueur justement du Benfica de Lisbonne. Ce sera donc un autre sujet qu'on va aborder dans ce Afrofoot. Tout de suite et maintenant, on commence par le cash chrono. Alisson, on va commencer par toi. Tu as décidé de partir comme par hasard, Comme par hasard. du côté de la RDC. Quelle coïncidence. Quelle tu verras. coïncidence. C'est ça, du côté de la RDC. Donc, on est quasiment à 30 jours du match de barrage pour les qualifications de la Coupe du Monde. Donc, on va faire un point sur cette équipe de la RDC. Il devrait avoir pas mal d'allées et venues. L'effectif devrait pas mal bouger. Donc, en ce qui concerne les cadres, il devrait toujours être là. Bakambu, normalement, il sera présent dans le groupe. Il reste en Espagne les 2 derniers matchs sur 2 buts en 2 matchs. Bemba aussi, normalement, il n'y aura pas de problème. Et Matoussami, entre autres, lui aussi. Mais on attend un retour qui nous a manqué pendant la CAN, c'est Yohan Wissa qui était blessé pour la CAN, qui connaît un début de saison très difficile du côté de Newcastle. C'est vrai que les blessures ont énormément gêné. Il ne marque pas tant que ça, mais c'est un joueur offensif, parce qu'on a aussi quelques lacunes du côté des attaquants, donc on l'attend énormément. C'est un joueur majeur de cet effectif, c'est un joueur qui joue énormément et qui marque aussi avec cette équipe de la RDC. Et De Sabre travaille énormément sur les binationaux. Depuis qu'il est arrivé, c'est son dossier. Les binationaux pour les faire venir et pour les appeler en équipe nationale. Et depuis un moment, il travaille par exemple sur le cas Kalimwendo qui joue à Nottingham Forest pour densifier ce milieu de terrain. On a ensuite Samuel Bangalula, qui est passé par la Juve et qui évolue au Werder Bremen. Il y a aussi d'autres joueurs comme Jean-Victor Makengo, milieu du FC Lorient. On a aussi Bola, milieu de Watford. Donc on a énormément de milieux et d'attaquants surtout, et quelques défenseurs qui sont ciblés. On sait qu'en RDC, nos points faibles, entre guillemets, si je peux me permettre, c'est
la défense, on est solide. En défense, il n'y a pas de problème. Mais le milieu et l'attaque, c'est quand même nos petits chantiers, là où il faut renforcer et là où il faut faire énormément quelque chose. Donc, la venue des binationaux sont espérés et très attendus. Donc, est-ce qu'il y aura un match amical? Il n'y en a qu'un match amical avant un match de barrage. Il se jouera le 25 mars, 6 jours justement avant ce match de qualification. Et ça sera contre les Bermudes, si je ne me trompe. Bermudes qui sont 169e au classement FIFA. Donc, c'est pas top pour se préparer avec qu'un seul match. Mais disons que ça peut permettre d'intégrer ces nouveaux joueurs s'ils viennent en équipe nationale. Si vous pouvez récupérer Kalimundo, ce sera top. Parce que là, il est en Bundesliga. J'en ai cité quelques-uns, mais il y a énormément. Il y a peut-être 8-9 je crois que tu t'es trompé. Il est plutôt du côté de la Bundesliga. Il a quitté au mois de janvier Nottingham Forest pour la Bundesliga. C'est un prêt. Parce qu'il a pris la place de Eliwai. Il y a un truc. À Francfort. Voilà, exactement. Réaction? Ouais, moi je pense que c'est une bonne chose. Et en plus, d'après mes infos aussi, il y aura un regroupement avec les U23 de la RDC. Exactement. Ils sont en train aussi de démarcher d'autres binationaux. Donc ils sont très bien en ce moment en train de préparer ces barrages de la Coupe du Monde. Ils ont une diaspora extraordinaire, la RDC. Exactement. Ils peuvent s'appuyer dessus, que ce soit en France, en Belgique. Ils ont pas mal de jeunes joueurs qu'ils peuvent recruter. Quand je dis recruter, c'est entre crochets. Comme par exemple, moi aujourd'hui, je serai dirigeant de la RDC, je vais essayer de mettre la main sur Séné Mayulu du Paris Saint-Germain. C'est difficile. Difficile, mais je vais essayer. C'est difficile, mais possible. Mais qui nous dit d'ailleurs que c'est pas tenté, c'est pas essayé. Alison, tu as des news là-dessus? Non, ils essaient justement de faire venir des joueurs. Après, c'est les pourparlers. C'est vrai que ce qui nous fait défaut pour les binationaux, c'est plutôt la mentalité de nos parents. Parce qu'on sait que quand on vient en équipe nationale, avant, c'était pas très bien ficelé. Il y avait énormément de problèmes sur les conditions, sur les matchs, sur les billets. Donc c'est vrai qu'on reste un peu, la famille au sens général pour cibler personne, on reste un peu sur ces notes négatives. Donc quand on appelle le fils pour jouer, il y a quand même une petite réticence de la part de la famille. Oui, mais est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que tu vas être dans les bonnes conditions? Et là justement, la fédération et le staff et le sélectionneur travaillent pour enlever cette image-là du Congo qui ne se passe pas bien, etc., pour venir les attirer et dire qu'aujourd'hui, on peut avoir des bons résultats et pourquoi pas jouer la Coupe du Monde. À suivre donc pour cette équipe de la RDC. Mon cher Léo, tu as décidé aujourd'hui de nous parler de Guirassy. Ouais, tout à fait, parce que c'est un joueur déjà que j'apprécie personnellement. C'est un joueur qui est aujourd'hui dans la force de l'âge, il a 29 ans. Qui a réalisé de très bonnes saisons en Bundesliga, alors que ce soit avec Stuttgart ou avec Dortmund. Mais cette saison qui a connu un vrai creux statistique, on peut le dire, entre la fin septembre et la mi-janvier. Et là, depuis le début du mois de février, Dortmund, qui est en course pour le titre en Bundesliga, bien qu'ils aient fait nul et lâché des points ce week-end, ils ont disputé 5 matchs et lui a marqué 6 buts au cours de ces 5 matchs. Je pense que c'est un retour en forme qui a plusieurs enjeux. Déjà pour Dortmund, parce qu'ils sont à 8 points du Bayern aujourd'hui, à 11 journées de la fin. Ils vont avoir un match à jouer contre les Munichois. Et ils peuvent ambitionner, sait-on jamais ce qui va se passer avec la Ligue des Champions, avec la Coupe d'Allemagne. Peut-être que le Bayern va lâcher des forces. Ils peuvent ambitionner, pourquoi pas, de revenir, surtout en cas de victoire lors du Classique. Et aussi, à plus long terme, c'est important pour lui de bien finir la saison, parce qu'il y a des échéances qui arrivent, notamment les éliminatoires à la CAN 2027, qui se profilent au mois de septembre et octobre, puis novembre. Donc c'est important aussi pour lui et pour la sélection qu'il puisse retrouver du rythme, retrouver le chemin défilé. Et puis et comme c'est un attaquant, on sait que il fonctionne énormément à la confiance, donc c'est très bien pour lui et pour Dortmund. Et puis on l'espère aussi pour la Guinée, et pour la Guinée, pour les prochains matchs éliminatoires. Les amis, moi j'ai envie qu'on s'arrête un instant sur Habib Beye. On va se poser la question de savoir si l'entraîneur de l'Olympique de Marseille désormais peut relancer cette équipe. Après donc un passage controversé à Rennes où ses choix et prises de position ont fait polémique, Habib Beye prend désormais donc les rênes de l'Olympique de Marseille. Un seul match et déjà une défaite. L'ancien capitaine est-il capable, selon vous les amis, de redresser la situation du côté de l'Olympique de Marseille? Est-ce que c'est l'homme idoine qui est capable de relancer cet OM-là? Moi, je crois que oui. Je connais Habib Beye, je connais l'homme, je connais le sportif, je connais son mindset.
c'est quelqu'un qui ne va rien lâcher, c'est quelqu'un qui a une super confiance en lui-même. On a bossé 10 ans ensemble à RFI, je le connaissais en tant que footeur parce qu'à l'époque je suivais l'équipe nationale du Sénégal. On est très amis, on se parle souvent. S'il y a quelqu'un qui peut redresser la barre à l'OM, c'est lui. Est-ce qu'il le fera cette saison? Je ne sais pas, parce que quand même cette défaite intervient 48 heures après sa prise de fonction. Il n'a eu qu'une demi-journée d'entraînement avec son équipe. C'est un effectif qu'il n'a pas lui-même mis sur pied. On en discute. Après, oui. Là, tu anticipes les excuses, là, déjà? Ben non, il n'y en aura pas. Parce que lui, il sait qu'il n'en aura pas. À l'Olympique de Marseille, il n'y a pas d'excuse. Soit tu es bon, tu restes, soit tu n'es pas bon. Et c'est un club qui n'a pas de mémoire. Didier Deschamps a gagné la Ligue des Champions à l'Olympique de Marseille. Il n'a pas été gardé comme coach. Donc s'ils ne le font pas pour Didier Deschamps, qui est l'homme du titre quand même, après le désert de plus de 15 ans, il ramène le titre et fait le doublé, il s'est fait virer. S'ils virent Didier Deschamps, qui a gagné une Ligue des Champions, ils ne vont pas, je crois, épargner Habib Beye, même s'il a été capitaine de l'Olympique de Marseille. Didier Deschamps l'a été aussi par le passé. Léo, c'est l'homme de la situation? Je ne suis pas particulièrement fan de l'entraîneur par rapport à ce qu'il a montré pour l'instant. Mais pour lui, je dirais que ça va être difficile cette saison parce qu'il faut rappeler qu'il a signé un contrat de 18 mois. Donc il sera normalement l'entraîneur de l'Olympique de Marseille la saison prochaine. C'est vrai qu'il arrive dans un contexte compliqué parce que il vient pas seulement remplacer. Pourquoi vous n'êtes pas fan de l'entraîneur? Moi, j'ai un petit peu de mal avec le jeu qu'il propose. Le jeu proposé. Je ne me permettrai pas de juger les manières dont il parle, ses connaissances footballistiques qui sont bien supérieures aux miennes. C'est juste, tactiquement parlant, c'est pas ce que je préfère et en tout cas, c'est pas ce que son Rennes a montré qui m'enthousiasme. Surtout avec l'effectif mis à sa disposition, parce que c'est quand même un effectif où ils ont beaucoup investi, il y a eu beaucoup de turnover dans les joueurs. Donc tout n'est pas forcément de sa faute, puisqu'on voit que Rennes a des difficultés depuis de nombreuses années. Mais il ne m'a pas encore convaincu. Et je pense qu'en arrivant à l'Olympique de Marseille, dans ce qui est pour moi une poudrière en ce moment, parce que comme j'étais en train de le dire, ce n'est pas seulement le successeur de De Zerbi, mais on a vu ce qui se passe avec le duo Benatia, Longoria, la nomination d'un ou d'une nouvelle présidente à venir. Franck McCourt qui, lui, évidemment, en tant qu'investisseur, va souhaiter retomber sur ses pattes. Je ne pense pas que le contexte soit fait pour qu'il réussisse cette saison. Par contre, la saison prochaine, il a pour lui aussi de connaître le club pour y avoir joué, ce qui est important, surtout dans un club comme Marseille, je pense. Il va avoir l'été et un mercato pour pouvoir travailler, vraiment travailler. Aujourd'hui, je pense que l'objectif clair de l'Olympique de Marseille, c'est de remporter la Coupe de France. Le titre de champion de France est déjà trop loin. S'il pouvait terminer 3e et remporter la Coupe de France, je considérerais déjà que c'est une grosse réussite de sa part, ainsi que de son staff qui doit d'ailleurs le rejoindre dans les prochaines semaines. Ousmane, quelle lecture toi tu fais? Est-ce que Habib Beye est celui-là qui peut relancer l'Olympique de Marseille aujourd'hui? Moi, je veux dire un mot que j'ai échangé il n'y a pas longtemps avec un ancien joueur de l'OM, Souleymane Diawara, pour la petite anecdote. Il m'a dit on a essayé tout le monde, ça n'a pas marché. Pourquoi pas essayer Habib? Donc ça résume un petit peu tout, c'est-à-dire qu'il y a des entraîneurs qui ont un pédigré beaucoup plus conséquent qu'Habib. Ils sont venus, ils se sont cassés la tête à l'OM. Pourquoi pas Habib, surtout que c'est quelqu'un qui a des idées de jeu. Donc contrairement à ce que pense Léo, parce que moi je l'ai suivi aussi avec le Red Star. Donc c'est quoi ces idées de jeu? Ça se rapproche de quel entraîneur reconnu, si j'ose dire? Reconnu, plus le Gegenpress, comme on dit en Allemagne, beaucoup de transitions, étouffer l'adversaire. Encore faut-il avoir les joueurs pour faire ça, non? Mais c'est ça ce problème. À Rennes, il n'avait pas les joueurs pour, et ce que les gens ne savent pas mais il faut s'adapter dans ces cas, non? Il a essayé, il a pris un club qui était 13e ou 14e, et ils sont 6e aujourd'hui quand ils partent de tête. Excuse-moi, Ousmane. C'est un problème de vestiaire, donc c'est pour ça qu'il n'est pas resté. Donc, problème de vestiaire et on va à Marseille. Je dis ça, je dis rien. Non, mais je dis ça, je dis rien. On laisse Ousmane terminer son propos. Ousmane, on te laisse terminer. Pardon. Ouais, je disais par rapport à Habib, moi je pense qu'il peut être l'homme de la situation, surtout que voilà, il va donner un autre souffle à cet effectif de l'Olympique de Marseille. Et je pense d'ici la fin de saison, on verra un autre visage.
Et c'est à partir de la saison prochaine que son règne va véritablement commencer. Parce que comme l'a dit Léo aussi, même sur ce match-là, il n'a même pas encore son staff. Mais vous parlez de la saison prochaine, encore faut-il qu'il puisse rester. Parce que imagine un instant, après moi je ne lui souhaite pas ça. L'objectif, imagine un instant, tu ne gagnes pas la Coupe de France, tu finis 9e par exemple. Qui te dit que tu vas rester pour la suite? C'est pas gagné d'avance. Hein. Alisson? Non, je suis assez d'accord. Je trouve que le contexte de Marseille est très compliqué en ce moment, 5e de Ligue 1. Effectivement, même s'ils sont encore en lice pour la Coupe de France, déjà le contexte en lui-même du club est très compliqué. Alors oui, il connaît bien la maison marseillaise, mais je trouve que quand on est sur le banc, c'est totalement autre chose. On est exposé d'une autre manière totale. Tu le disais, Didier Deschamps a remporté, et pourtant on ne lui a pas fait de remporter la C1 en tant que joueur, mais pourtant on ne lui a pas fait de cadeau du tout. Donc déjà, je trouve qu'il y a un contexte très particulier. Et au-delà de ça, moi je m'inscris dans ce que tu disais, Léo. Tactiquement, je trouve que pour l'instant, Habib Beye, même s'il a des idées, comme vous le dites, ça a du mal à se retranscrire sur le terrain. Je trouve que ce n'est pas tout à fait clair ce qu'il propose. Je trouve que techniquement, il manque quelque chose pour justement basculer dans les entraîneurs bons. Plus mais il est jeune, cela dit aussi. Hein. Je suis d'accord. Mais du moins, il faudra énormément travailler sur le plan tactique. On sait que c'est ce qui leur fait défaut aujourd'hui à Marseille, et c'est ce qui leur a fait défaut même avec De Zerbi. Ça veut dire que tactiquement, Marseille, c'était pas clair, l'effectif était complètement perdu. Des fois, on jouait à 4 derrière, des fois, on jouait à 3, des fois, on densifiait le milieu de terrain, des fois, on demandait de plus presser, et des fois, on demandait de moins presser. Donc déjà, il faudra imposer des idées dans cette équipe marseillaise. Il faudra terminer la saison, il faudra aller remporter la Coupe de France. Donc même avant de basculer sur la saison prochaine, il y a énormément d'échéances. Il faudra aussi accrocher, pourquoi pas, même si les points et au niveau du classement, là, ça commence à se compliquer. 5 points derrière Lyon, pourquoi pas une place qualificative pour l'Europe. Donc cette saison, déjà à terme, il y a énormément d'échéances pour Habib Beye. Ce n'est pas lui en tant qu'entraîneur, même si, comme je l'ai dit, tactiquement, c'est compliqué. Mais il arrive dans un contexte qui est très, très compliqué. Défavorable pour lui, hein, on peut le dire. Hein. Et puis, réussir justement à être 3e et voir gagner la Coupe de France serait peut-être aussi qualifié d'exploit. Hein. On va attendre ça pour suivre. Hein. Et puis, on va regarder ça, les amis, avec beaucoup d'impatience. La CAN 2025, tiens, on y revient encore. Je pensais qu'on en avait fini, mais non. Jamais. Mon champion Ousmane, qu'est-ce que tu veux nous en dire? Moi, je voudrais parler d'un événement qui s'est déroulé durant la finale. C'est l'échauffourée entre les supporters sénégalais et les stadiers marocains. Et, le jugement a été rendu au tribunal de Rabat jeudi dernier pour les 18 supporters sénégalais qui ont été incarcérés. Il y a 9 qui ont été condamnés à 1 an de prison ferme et devront s'acquitter d'une amende de 5 000 dirhams, environ 500 euros. 6 autres qui ont écopé de 6 mois de prison assortis aussi d'une amende de 2 000 dirhams, 200 euros environ. Et 3 autres qui ont été condamnés à 3 mois de prison ferme et devront s'acquitter d'une amende de 1 200 dirhams, environ 120 euros. Moi, j'aimerais juste revenir sur le fait que, bon, on a vu les images. On a vu qu'il y en a qui ont frappé, il y en a qui ont rendu des coups et tout. Je trouve ces décisions un petit peu disproportionnées, même si voilà, l'avocat de ces supporters a déclaré que voilà, ils n'allaient pas faire appel, surtout que bon, il y a un partenariat judiciaire entre le Maroc et le Sénégal. Mais je trouve que ça a été très, très sévère. C'était une manière peut-être voilà, de donner une leçon par rapport à ce qui s'est passé. Et pour ceux qui étaient dans le stade, ils ont bien vu que voilà, la bagarre n'était pas d'un seul côté. Il y en a qui ont été, si vous regardez les images, il y en a qui ont été attrapés et mis en prison alors qu'ils n'ont même pas frappé. Ils étaient venus pour essayer de tirer leur... frères, entre guillemets, qui étaient avec eux. Donc moi, je trouve ce jugement quand même trop politique. Donc c'est pour ça que je voulais voilà, mettre un accent sur ça et que voilà, on verra ce qui va se passer. Il y a des échos qui disent que voilà, au niveau de la diplomatie sénégalaise, ils sont en train de faire une demande de grâce au niveau du roi pour que voilà, ses supporters soient libérés. Mais toutefois, voilà, je trouve le jugement quand même très, très sévère.
Yoro, rapidement là-dessus, tu es au courant de la situation? Oui, je suis au courant, il a tout dit. Il a tout dit? Il a tout dit. Pour toi aussi, le jugement est assez sévère? C'est très sévère. Et puis, je vois sur les réseaux où ils sont traités d'hooligans. Ce n'est pas des hooligans. Moi qui connais le football anglais des années 90, je peux vous assurer que ce n'est pas du hooliganisme. On va suivre ça de près et puis on va espérer justement que Surtout avec, on va espérer excuse-moi, de ce qui s'est la passé, clémence du roi. ce qui s'est passé ce week-end entre les deux copes du PSG qui se sont battus en dehors du stade. Ouais, c'est vrai que tu y étais, donc tu as pu voir un peu ce qui s'est passé. Les amis, on va redescendre un peu, hein, une petite drôlerie. Hein. Nicolas Jackson, vous avez vu sa vidéo qui a circulé un peu sur les réseaux sociaux? J'ai envie qu'on nous montre ça avec le concours de Romain, hein, une vidéo qui est devenue virale, une vidéo qui a donc amusé les différents internautes. Hein. Donc ça a été un moment assez insolite partagé sur les réseaux du joueur. J'ai envie que vous... À quoi répond justement cette vidéo comme ça de Nicolas Jackson? C'est vrai que moi, ça m'a personnellement interpellé. En plus, en postant la vidéo, il dit c'est son rituel. Donc, il a l'habitude de le faire. Oui, tout à fait. C'est ce qu'il disait. Exactement. Mais voilà, c'est une manière aussi de récupérer avec le froid. Ah, d'accord. Ouais, pourquoi pas. C'est vrai. Il y en a qui se mettent dans des bains de glace et tout ça. Mais Ibrahimovic le faisait beaucoup. Ibrahimovic le faisait beaucoup aussi, se balader comme ça sous la neige. Il l'a fait une fois avec Zoumana Kamara Papus quand il était au PSG. Il a dit après coup que c'est une expérience qu'il ne va pas refaire. Ah bah d'accord. Au moins c'est pas le seul. Hein. Qui est capable de faire ça ici sur le plateau là? Léo, j'imagine. Non, t'es pas capable. Trop frileux, trop frileux. Non, c'est ça. Bon, nous sommes des Sahéliens, on ne tenterait même pas. Hein. Peut-être Alisson. Alisson, oui, c'est vrai. Alisson. Non, je crains le froid. Ah, bah, il craint le froid aussi. Merci, les amis. Tout de suite et maintenant, on va passer dans le journal de notre Afrofoot. C'est Foot Panorama. Première escale, les amis, on va partir donc pour le Togo. Patrice Neveu, vous connaissez bien Patrice Neveu, donc a été nommé nouveau sélectionneur des éperviers. La fédération togolaise de football a désigné donc Patrice Neveu, 71 ans, comme nouveau sélectionneur national à la tête. Grand-père, non? À la tête des éperviers. L'entraîneur français est déjà passé donc par le Gabon, par la RDC, donc tu le connais très bien, ma chère Alisson. La Guinée et aussi la Mauritanie retrouvent ainsi une sélection africaine avec pour objectif de renforcer sa compétitivité sur le continent, autrement dit de se qualifier au moins pour les prochaines échéances, à savoir donc la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Réaction, Léo? Bah déjà, je pense que c'est une bonne décision parce que c'est quelqu'un qui connaît la réalité du football africain. Je pense que c'est important quand on arrive dans un endroit, sur un continent ou dans un championnat, de connaître la réalité de l'endroit dans lequel on est. C'est quelqu'un qui a eu des bonnes expériences avec la Guinée et la Mauritanie aussi, au Tchad notamment. Ça a été plus compliqué sur la fin de son aventure avec le Gabon. Parce qu'il y a eu des problèmes entre lui et la fédération quant à des problèmes de paiement de salaire. Maintenant, il arrive sur le banc du Togo. Sa mission, comme tu l'as dit, ça va être de remettre le Togo sur les bons rails. Sur les bons rails, effectivement. Et puis, il y a des échéances importantes qui arrivent. Donc, je pense qu'il peut y parvenir. Il n'a pas entraîné au Sénégal, il a entraîné en RDC. Hein, ma chère Alisson, une réaction? Il a entraîné en RDC. C'est vrai qu'il arrive pour reconstruire cette équipe, pour reconstruire cet effectif hein, qui est un peu en difficulté. Ça fait 4 CAN d'affilée qui sont absents, qui ne participent pas. Donc là, il y a vraiment toute une reconstruction à faire. Là, on a la fédération aussi qui s'est mobilisée, qui lui donne les moyens. Les joueurs qui pareil un peu qu'en RDC, donc on les rappelle, on voit comment on peut faire. Il connaît bien effectivement le continent africain, donc ça joue en sa faveur. Il a eu des résultats aussi avec différentes équipes africaines, donc il connaît son sujet. Et je pense que quand on arrive pour reconstruire et pour se qualifier justement pour la prochaine CAN, c'est important de connaître et les réalités du pays et les réalités du pays dans lequel aussi on va. Donc je pense que pour une fois, quand on fait appel à un sorcier blanc, comme on aime bien le dire, c'est pas quelqu'un venu de nulle part, mais c'est quelqu'un qui vient en toute humilité et qui connaît et son sujet. Moi, j'ai des craintes, c'est juste par rapport à son âge, il a 71 ans. Il n'est plus jeune. Est-ce qu'il a encore la niaque? Je connais l'être, je connais l'humain. C'est quelqu'un de super bien. Je passe d'ailleurs un bonjour. Salut Patrice.
Après, voilà, je crois que le Togo n'a pas appris de ses erreurs. Lors de la dernière CAN, c'était avec Claude Leroy, qui était là en 2017, leur dernière, et ça s'est très mal passé. Et je crois que c'est sa même dernière expérience en tant qu'entraîneur. Parce que quand tu prends quelqu'un qui est sur la fin, c'est très difficile. Parce que est-ce qu'il aura cette poigne, est-ce qu'il aura cette niaque de pouvoir aller chercher les trucs au fond de lui-même? Pour ça, je ne crois pas. Bon, on va suivre ça aussi de près, hein, les amis. Au Maroc, justement, ou plus précisément, Hervé Renard, hein, ancien sélectionneur du Maroc, a exprimé ses regrets d'être parti de la sélection marocaine. Il a dit donc au micro de Colin Interview, là. Il fait Votre réaction là-dessus? actuellement il fait de la démocratie. C'est un appel du pied? Pas que du pied. Actuellement, il est sur le marché, il essaie de se faire vendre parce qu'il sait qu'au niveau de l'Arabie Saoudite, c'est très compliqué. Depuis qu'ils ont lancé la Saudi Pro League, ils prennent les meilleurs joueurs du monde. Donc les footballeurs saoudiens ont moins leur place dans cette ligue. Avant, c'était eux qui jouaient, donc il avait une bonne sélection. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est lui-même qui me le dit au téléphone. Il me dit qu'il ne pourra pas faire mieux que ce qu'il avait fait lors de la dernière Coupe du Monde, puisque aujourd'hui, dans les clubs saoudiens, les Saoudiens ne jouent plus. Et comme lui, il veut une équipe compétitive, en Europe, c'est très difficile, et on l'a vu avec la sélection féminine française. Son marché, c'est l'Afrique. Il est sur le marché. Il va essayer de caresser tout le monde dans le sens du poil. L'essentiel, c'est de trouver une sélection, une bonne. Avec le Maroc, moi, je vois un peu comme un homme qui aurait quitté sa femme, qui est resté longtemps avec sa femme et qui la quitte. Et quand il va voir ailleurs, il se rend compte que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Il la recroise au supermarché. Il dit, finalement, elle était pas mal, celle-là. Pourquoi je ne tenterais pas quelque chose? Je suis encore beau, je suis encore là, je suis célibataire, pourquoi pas y aller? Je le vois exactement comme ça. Ça veut dire que là, il est en train de draguer la sélection marocaine parce que justement, Regragui sera là, ne sera-t-il pas là? Est-ce qu'il a démissionné? Est-ce qu'il n'a pas démissionné? C'est encore très flou jusqu'à la Coupe du Monde. Il connaît cette équipe marocaine, il dit qu'il a une attache particulière avec la sélection et avec le pays, donc il envoie les pieds, il y va. Tu serais justement cette femme, tu lui répondrais quoi? Oui? Non, bah non. Ah non? Oh d'accord, ok. Ah non. Quand on est parti, on est parti. Moi, j'aime beaucoup cette image. J'y adhère à 100%. C'est Alisson qui l'a J'y adhère à 100%. adressé. Non, mais oui, je suis d'accord. C'est un appel du pied non dissimulé pour quelqu'un qui légitimement cherche un nouveau poste. Moi, j'aime bien Hervé Renard. J'aime bien sa manière de s'exprimer. J'aime bien ce qu'il dégage. Après, est-ce que aujourd'hui le Maroc va faire appel à lui? J'en suis pas sûr parce que déjà il y a un flou effectivement autour de la situation de Walid Regragui. Mais je pense que c'est un entraîneur. C'est peut-être parce qu'il y a un flou justement qui se positionne. Oui, mais il faudrait que la situation elle soit déjà réglée parce qu'on est maintenant à 4 mois du coup d'envoi de la Coupe du Monde. Va falloir vraiment prendre une décision rapidement parce que même pour les joueurs, ils ne peuvent pas rester dans le flou indéfiniment. Par contre, je pense que Renard est un entraîneur slash coach qui pourrait faire du bien à beaucoup de sélections. Ousmane, je pense que tu penses la même chose que tes amis. Oui, je pense la même chose et même plus. Parce qu'il ne s'est pas limité seulement au Maroc, hein. Il a fait des déclarations aussi par rapport au Sénégal, en disant que ouais, c'est lui qui avait refusé et tout, même si bon... C'est moi qui lui ai posé la question. Exactement. Et il a dit quoi précisément? Il m'avait dit qu'il a refusé la sélection parce que sa femme ne voulait pas qu'il y aille. Après, 2 jours après, il a eu un souci avec sa femme parce qu'elle n'a pas aimé le fait qu'il ne soit pas allé au bout de sa logique. Il m'a envoyé une note vocale pour me dire, je vais vous dire pourquoi ma femme ne voulait pas que je vienne au Sénégal parce que selon elle, pour vivre bien, il faut vivre caché. Elle est sénégalaise, elle ne veut pas que je mette les pieds dans la sélection sénégalaise. Ça peut créer quelques tensions inutilement. C'est peut-être pour ça qu'Alisson avait fait ce parallèle, hein, de façon indirecte, mais on n'était pas très très loin du sujet. André Ayew, les amis, hein, pas de retraite en vue. Hein, l'ancien sociétaire de l'Olympique de Marseille a 36 ans. Il se retrouve aujourd'hui du côté de l'Eredivisie, hein, le championnat des Pays-Bas. Les amis, lui aussi, hein, j'ai l'impression qu'il entrevoit peut-être la prochaine Coupe du Monde avec la sélection ghanéenne. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, même s'il n'est pas à la retraite, il est quand même en retrait. Très belle image. Léo? Je dirais pas mieux. Très belle image aussi. Elle est belle. Est-ce qu'on peut faire mieux? Non, moi je pense qu'effectivement, dans un coin de la tête, il garde la sélection. D'ailleurs, c'est pas un hasard. C'est légitime, non? C'est C'est un compétiteur.
Mais d'ailleurs, je ne pense pas que ce soit un hasard qu'il se soit exilé aux Pays-Bas. Il joue quand même en Eredivisie, qui est un championnat de première division européenne, qui est le 7 ou 8e championnat aujourd'hui. Mais je crois qu'il joue chez un promu. Le NAC Breda. C'est ça. Il est resté 1 an et demi sans jouer. Il s'occupait de l'académie de son papa au Ghana. Il s'est remis à niveau physiquement pour essayer justement de tenter cette expérience. Donc voilà, moi je pense qu'il a bien raison. Il aurait tort en tout cas de ne pas le faire. Après, est-ce que ça portera ses fruits avec la sélection ? L'avenir nous le dira. Mais s'il est encore animé par l'envie de jouer au football, qui sommes-nous pour l'en empêcher ? En tout cas, il a tout goûté avec la sélection ghanéenne. C'est le moment vraiment de dire stop. Et surtout que... Ah, peut-être pour toi, il faut que tu dises stop. Bah, bien sûr. Surtout que le Ghana a raté la dernière CAN. Donc là, c'est vrai, ils sont focus sur la Coupe du Monde, mais aussi ils doivent préparer l'avenir avec de jeunes joueurs. Donc si repartir à la Coupe du Monde avec les André Ayew et tout, bah, c'est quoi le message que tu fais passer à tes futurs jeunes joueurs ou tes jeunes joueurs qui sont déjà au niveau de la sélection ? Et puis, il y a du matos avec Semenyo, Kudus, ils peuvent se passer de Ayew. Peut-être qu'il acceptera d'être sur le banc, d'être le grand frère, pourquoi pas. Comme Apia à la Coupe du Monde, c'était quand ? 2006 2010, je crois. On va suivre André Ayew qu'on apprécie bien par ailleurs. Les championnats africains sont-ils en train de mourir sur le plan domestique ? C'est le sujet qui va arriver dans quelques instants. Mais juste avant, les amis, une petite parenthèse. Il y a un stade de 135 000 places qui est prévu pour 2028, qui est en train d'être construit du côté du Vietnam, à Hanoï précisément. 135 000 places, les amis, c'est quasiment le plus grand stade au monde qui va sortir de terre. Qu'est-ce que là encore, ça vous inspire ? Quel commentaire, Alison ? Ça sera le plus grand stade au monde devant celui de Maracana Sud et devant celui de Hassan II qui va être reconstruit. Ça montre une envie, il est beau, on le voit en image. Ça montre, oui, avec le toit qui est rétractable, etc. Ça montre une envie que le Vietnam a à se positionner dans le sport. Tous les moyens, je pense, sont bons pour asseoir son soft power. Et on l'a vu avec différents États, que le sport en est un. Donc ils veulent vraiment s'inscrire dans une dynamique sportive pour les Jeux Olympiques, pour la Coupe d'Asie, etc. Mais 135 000 places, il faut les remplir. Mais non, mais ça, par rapport à sa population, c'est rien du tout. Oui, mais bon, il faut... Est-ce que le Vietnam est un pays de foot ? C'est un pays de foot. C'est un pays de foot, effectivement. Ils remplissent leur stade. C'est un pays de foot. Ils ont beaucoup d'ambition. D'ailleurs, beaucoup de pays d'Asie ont l'ambition de développer se développer à travers le football. 135 000 places, ouais, ça fait un beau stade. On parlait du Maracana il y a quelques secondes. À l'époque, il pouvait accueillir entre 180 000 et 200 000 personnes. Mais il a été réduit aujourd'hui à moins de 80 000 parce qu'il y a eu des morts, il y a eu des échauffourées, des mouvements de foule. Mais t'imagines 200 000 personnes dans un stade, c'est incroyable. Rien qu'avec les images, moi ça me donne envie d'y aller. Mais il est magnifique. Une fois construit, les amis, on va s'organiser ce voyage-là. Une fois que le stade sortira de terre, retour, oui. Vous allez payer les billets, il n'y a pas de souci. Oui, sans problème. On va voir Romain et toute la direction. On va payer les billets. Ah, il refile la patate. Tiens, Ousmane, garde la parole parce que ce week-end, en marge du match à Paris Saint-Germain-Metz, tu as rencontré l'international sénégalais Bouna Sarr. Il t'a dit quoi juste avant l'élément ? Qu'est-ce qu'il t'a dit en substance ? Déjà qu'il n'avait rien lâché parce que, rappelons-le, depuis sa blessure avec le Bayern Munich, il s'était fait les croisés. Il était resté aussi sans trouver un club. Donc il est resté de novembre 2023 jusqu'à ce week-end-là pour jouer son premier match, un peu plus de combien ? 2 ans. Ouais, 870 jours. 833 jours sans jouer. Donc il m'a dit qu'il a repris du plaisir en rentrant sur le terrain, même si c'était difficile par rapport au contexte, parce que le FC Metz, ils ont perdu 3-0 face au PSG. On suit ton élément et on revient juste après. Dans ma carrière, on ne m'a jamais rien donné. Je me suis toujours battu pour obtenir les choses. Et c'était un long combat. En tant que compétiteur, forcément, quand on est éloigné aussi longtemps des terrains, ça commence à faire long, ça crée forcément de la frustration. Mais alhamdoulilah, j'ai pas lâché. Ça fait un moment que je me bats pour revenir sur le terrain et enfin ce soir,
J'ai pu refouler la pelouse, donc c'est une bonne première, une très bonne étape de réaliser. Il reste encore du chemin, mais je suis vraiment très content aujourd'hui d'avoir pu rejouer mes premières minutes en Ligue 1. Et qu'est-ce que tu as ressenti quand tu es rentré direct sur le terrain? La joie, mais bon, après on n'a pas forcément le temps de réaliser. On veut tout de suite aider l'équipe, être performant. Voilà, malheureusement, c'est pas évident contre une grande équipe de Paris, mais on a fait du mieux. Moi, de mon côté, j'ai essayé de quand même prendre du plaisir parce que ça faisait un moment et voilà, je suis vraiment très content d'avoir pu rejouer. Oui, tu l'as dit, ça fait presque 2 ans, novembre 2023. C'est ça. Plus de 2 ans même que tu n'avais pas joué. Comment tu as pu gérer cette période avec la blessure, mais aussi quand tu t'es retrouvé sans contrat, la longue période avant de valider ton contrat avec Metz? Raconte-nous un petit peu. J'ai gardé la foi. Voilà, moi j'ai toujours dit, j'ai 3 leitmotivs: travail, patience, persévérance. Et à un moment donné, ça peut que payer. Avoir cette résilience-là. Dans ma carrière, on ne m'a jamais rien donné. Je me suis toujours battu pour obtenir les choses. Et c'était un long combat, mais Dieu merci, enfin j'ai pu revenir sur les terrains et on va continuer. Et tu reviens en France, direct le FC Metz. Pourquoi le choix du FC Metz? Écoutez, ça s'est fait naturellement. Hein. Forcément, j'avais besoin de retrouver un challenge, de rejouer. Donc dans un premier temps, on s'était mis d'accord pour que je vienne m'entraîner, qu'ils puissent voir où j'en étais physiquement. Ça s'est tout de suite bien passé. Dieu merci, j'ai réussi à les rassurer sur ce point-là. Puis après, bon, on a dû attendre la trêve pour diverses raisons. Et voilà, maintenant je suis content enfin d'être là. Il reste 3 mois, la fin de saison va vite arriver. Donc on n'a pas de temps à perdre, il faut maintenant enchaîner, se concentrer sur le prochain match. Bouna Sarr, donc international sénégalais, au micro donc, de Ousmane ici présent, champion d'Afrique en 2021. Exactement. Avec les Lions de la Teranga. Tu as un espoir pour lui revenir en sélection? C'est possible? Pour la sélection, là? Oui, pour le mondial, par exemple. Ça va être compliqué à son poste. Hein. Déjà, il y a Ilaï Kamara qui a été forfait, il a repris du service, il a même marqué ce week-end. Il y a le jeune Lamine Sy qui pousse à l'âge Auxerre, qui peut-être serait même là au mois de mars, parce qu'il y a Crépin Diatta aussi qui s'est blessé. Il est sorti avec Monaco au bout de 30 minutes de jeu. Il y a Antoine Mendy aussi de Nice. Donc, il y en a déjà potentiellement 4 joueurs qui sont un petit peu devant lui, même si, bon, lui, par rapport à son expérience et tout, et surtout, il garde une bonne relation avec le sélectionneur. On ne sait jamais, mais il y aura beaucoup de concours de circonstances, parce que, voilà, il vient de jouer son premier match depuis plus de 2 ans. Donc, déjà, il faut qu'il enchaîne. Exactement, et surtout dans une équipe qui n'est pas en très bonne forme. Mais on ne sait jamais, avec le foot, tout peut se passer. À suivre donc également. Les amis, on va basculer dans quelques instants dans un des débats de notre émission aujourd'hui. Les championnats africains sont-ils en train de mourir? C'est la question qu'on va se poser tout de suite et maintenant dans le foot à plat. Le foot à plat, mon cher Yoro, c'est aussi et surtout pour ça que j'ai demandé que tu viennes en plateau, nous aider justement à parler le pied dans le plat. Mettre le pied dans le plat, c'est tout à fait ça. Le football africain brille donc sur la scène mondiale grâce à ses talents internationaux. Mais qu'en est-il des championnats locaux? C'est la question principale qu'on va se poser aujourd'hui. Dans plusieurs pays, les stades se vident, c'est un constat factuel. Les clubs ont du mal à payer les joueurs, les meilleurs talents s'évaporent au bout de 10 buts, 15 buts, à peine en 6 mois, on est déjà parti. La visibilité médiatique est faible et les sponsors se font rares. Les infrastructures, pour certaines en tout cas, sont vieillissantes. À l'inverse, certains championnats montrent des signes de vitalité, comme les championnats au Maroc, en Égypte, en Afrique du Sud, ou même en Libye, où aujourd'hui on constate que les salaires sont de plus en plus importants. Alors, est-ce que les amis, nous sommes face à un déclin irréversible ou tout simplement à une crise passagère? Que faut-il changer pour revitaliser justement nos différents championnats? Ce soir, on va ensemble ouvrir le débat, pas parce qu'on a la prétention de tout savoir, mais justement poser au moins la question, parce que le constat, comme je l'ai dit, il est visible, il est là, il est factuel. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, selon vous, les amis, pour améliorer les championnats locaux, les championnats domestiques? Mon cher Léo, je pense que tu as travaillé plus ou moins sur le sujet. Quelle présentation tu peux nous en faire, s'il te plaît? Déjà, je pense qu'on remarque une disparité quant aux différents championnats locaux à travers l'Afrique.
Tu as par exemple évoqué les championnats d'Afrique du Nord, comme ceux du Maroc, de l'Égypte. L'Égypte qui est en 2025 le premier championnat africain selon l'IFFHS, qui est l'institut qui s'occupe de classer les différentes... mesure, ouais. Voilà, exactement, qui s'occupe de classer les différents championnats, les différentes sélections. C'est un championnat qui a été représenté notamment à la Coupe du Monde des clubs l'été dernier aux États-Unis, dont sont issus 5 des 6 derniers vainqueurs de la Ligue des champions africaine aussi. Par contre, en parallèle, il y a des championnats, par exemple en Afrique du Nord, je pense à la Tunisie, qui sont en déclin. C'était un championnat qui, encore en 2019, était premier championnat africain au classement, qui est aujourd'hui 5e, dont les équipes ne remportent plus les compétitions internationales, dont les infrastructures sont vétustes. Et je pense aussi qu'on le voit notamment à travers le fait qu'il n'y ait plus qu'aujourd'hui un stade homologué, par exemple par la FIFA, qui est le stade olympique de Rades. Je pense que ça en dit long sur l'état du football tunisien aujourd'hui. Ce qui se passe en sélection, c'est aussi le reflet de ce qui se passe entre le sélectionneur, les enjeux au pouvoir, entre le gouvernement et la sélection pour pouvoir nommer de nouvelles personnes en place. Ça montre aussi le déclin de ce championnat. Et à contrario, il y a d'autres championnats. Tu as parlé par exemple de l'Afrique du Sud. Tu as aussi la Tanzanie, le championnat tanzanien qui est en train de se développer. Tu as évoqué le championnat libyen. Il y a des championnats qui sont en train de se développer, pardon. Et c'est très bien pour le football africain et pour l'Afrique en général. Mon cher Yoro, avec tous ces tableaux, avec toutes ces présentations, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour y remédier? Alors, il faut déjà, on applaudit, nous tous Africains, de l'apport des académies dans le football africain, mais les académies ont tué le football africain, ont tué le football des clubs. Je m'explique. Aujourd'hui, que ce soit en Côte d'Ivoire, depuis les Mimos, l'ASEC avant, c'était un grand club de football. Il y avait les Abdoulaye Traoré, les derbies ASEC, Africa Sport, c'est joué presque devant 80 000 personnes. Après l'arrivée de Jean Guillou, qu'est-ce qu'il faisait? Il formait des joueurs pour les vendre. Donc le championnat local ne les intéresse plus. Au Sénégal, que ce soit Génération Foot, que ce soit Djambar, le championnat sénégalais, c'est pour une répétition, pour vendre à la fin de la saison. Donc le championnat ne les intéresse pas. Au Mali, c'est pareil. Avec les académies, les clubs fagnons sont morts. Et quand les clubs comme le Djaraf au Sénégal, comme le Tonnerre de Yaoundé au Cameroun, Mbia a son centre de formation, tout le monde a un centre de formation, tout le monde a une académie, tout le monde veut vendre son joueur à la fin de la saison. Et le joueur lui-même, sa famille, ne veut pas qu'il joue dans le championnat. Sa famille veut qu'il aille ailleurs, qu'il aille s'expatrier. Donc si aujourd'hui, le meilleur modèle que la CAF, que la FIFA, que nos dirigeants africains doivent s'inspirer, ils doivent s'inspirer du football tanzanien. Avec Azam, une chaîne de télévision qui est là, l'État a financé des Tanzaniens pour qu'ils aient une télévision sportive qui achète les droits. Les droits de Azam, c'est quoi? 20 millions de dollars. Avec 20 millions de dollars, Yanga, Azam, ils peuvent aller acheter le meilleur buteur du championnat sénégalais, les meilleurs joueurs, ils signent en Tanzanie. Les meilleurs joueurs africains dans les autres pays signent en Tanzanie. L'Éthiopie fait pareil et essayer justement de développer le football à la base. Aujourd'hui, si on continue à avoir que des académies, au Sénégal par exemple, Dembaba a ouvert une académie, il y a Cherbeng qui a ouvert une académie, qu'est-ce qui va se passer? C'est que nos clubs, c'est-à-dire qui étaient là depuis nos clubs centenaires comme au Sénégal de Djaraf ou la Gendarme de Dakar. Donc vous allez le stade malien, même s'il revit actuellement en Ligue des Champions, ils sont en quart de finale, mais le Rail Club de Kadiogo, etc., ces clubs burkinabés, ils vont tous disparaître parce qu'en lieu et place, il y a des académies, c'est du trading, on forme et on vend. On fait quoi? On interdit les académies? On le régule davantage? Qu'est-ce qu'on qu'il y ait des académies, mais qu'il y ait... Parce que le constat, tu l'as fait, on l'a fait, on est d'accord. Qu'il y ait une politique sportive forte pour pouvoir justement... Est-ce qu'une académie qui forme dans une crue, d'une vingtaine de joueurs, on vend les 5 ou 6 en Europe, il reste 15. C'est 15 joueurs pour pouvoir aller faire en sorte que le championnat ait un niveau. En quoi faisant? En ayant déjà des diffuseurs,
nous, au Sénégal, je donne l'exemple du Sénégal parce que je suis sénégalais, je ne vais pas parler des autres pays. Ils vont dire, mais pourquoi vous avez parlé des autres, vous ne parlez pas de vous-même. On peut parler de tous. Oui, mais nous, on n'a pas de diffuseur. Quand tu es en championnat, tu n'as pas de diffuseur, donc tu ne peux pas vendre les droits TV. Tu attends quoi? Que la fédération ait de l'argent. Et la fédération n'a pas vocation à aider des clubs de football professionnels. Nous avons une Ligue 1 ou une Ligue 2, c'est des professionnels. C'est la Ligue qui doit vendre les droits. Mais tu vas les vendre à qui? Mais justement, le bémol, il est là. Est-ce qu'il ne faut pas repenser la politique, on va dire, de direction du football africain, surtout dans les pays qu'on vient de citer, des pays où les championnats sont en train de mourir? Parce qu'on me dit à chaque fois, effectivement, la fédération n'a pas vocation à, ce qui est vrai. Mais est-ce que justement, on ne doit pas avoir un modèle type à ces pays-là, de sorte à ce que la fédération, qui finalement a le plus d'argent pour aider les championnats locaux? Pourquoi nos gouvernants ne vont pas mettre sur pied des télévisions sportives, donner de l'argent à ces télévisions pour qu'elles puissent acheter des droits et permettre justement à ces télévisions... Certaines chaînes nationales le font déjà. Lesquelles? Elles diffusent, mais elles n'achètent pas les droits. Mais je sais que Canal, par exemple, diffuse certains matchs dans certains pays. Canal a acheté les droits du championnat ivoirien, parce qu'on par exemple, qu'il diffuse, mais ça ne marche pas. Parce que pourquoi? Moi, je suis sénégalais, je ne regarde pas le championnat ivoirien. Le Camerounais, il ne regarde pas le championnat ivoirien. Il n'y a que les Ivoiriens intramuros. À la fin du contrat, Canal ne va pas renouveler ce contrat parce que ça ne l'arrange pas. Ousmane, non, on va passer par Alisson. Hein? Parce que toi, tu connais bien le Sénégal aussi, on va te laisser le mot de la fin. Alisson. Non, je pense que finalement, j'ai beaucoup critiqué mon ami Motsepe, mais avec le recul, je ne trouve pas si bête que ça. Finalement. Pourquoi je dis ça? Quand on parlait ici même sur ce plateau de repousser la CAN tous les 4 ans au lieu de tous les 2 ans, parce qu'entre-temps, justement, il veut faire cette Ligue d'Afrique des Nations. Et ben avec le recul, je trouve que c'est une très bonne idée justement pour relancer les championnats locaux. Pourquoi je dis ça? Et on parlait d'argent, on parle énormément d'argent et c'est le nerf de la guerre. Finalement, localement, c'est que les fédérations soit cachent l'argent, soit n'investissent pas bien l'argent, soit font autre chose de l'argent destiné à l'aide ou destiné au club. Et donc, on a besoin d'un apport, d'un énorme apport financier. Et ça passe par là. Ça passe par justement diffuser cette Ligue d'Afrique des Nations pour injecter de l'argent localement en Afrique. Et ça va en fait découler, ça va faire un ruissellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que localement, les Africains seront obligés de développer les championnats locaux pour être compétitifs justement dans cette compétition. Donc il y aura un engouement forcément qui, j'espère, va se créer pour relancer les différents championnats locaux, pour être compétitifs au niveau local, pour aller gagner cette Ligue des Nations africaines et pour faire briller aussi les sélections dans les compétitions internationales. J'espère du moins que ça va se passer de la sorte. Donc là, je suis très utopique, très idéaliste. J'espère que ça pourra ordonner du moins ce petit la Ligue élan. Serait-elle bénéfique pour les clubs? Je n'ai pas compris. Non, mais parce que justement, ça peut injecter de l'argent au niveau local. Mais la CAN déjà le fait. Non, mais c'est un autre moyen. C'est un autre moyen. Là, on est vraiment dans une autre compétition, dans un autre apport de compétition. Donc, aussi, on apporte encore de l'argent et on injecte encore de l'argent en Afrique. C'est pour ça que Motsepe veut justement faire cette Ligue d'Afrique des Nations pour compléter, si je puis me permettre, cette CAN au niveau financier. Ousmane? Il y avait le CHAN aussi avant et Il a supprimé. ça n'apportait pas d'argent. Hein. Exactement. C'est pour Ils ont ça qu'il a créé une supprimé. ligue des clubs fermés. Ils ont fait une édition, il n'y a pas de deuxième édition. Exactement. Mais c'est que ça ne marche pas, ça n'a pas marché, j'imagine. Ouais. Autrement, on aurait continué. Hein. Moi, pour faire un petit peu l'analogie, moi je pense que le football africain, c'est les montagnes du Kilimandjaro, pour ne pas dire les montagnes russes. Tu as 2 ans en arrière, c'était la Tanzanie qui faisait la hype. Aujourd'hui, là, moi je viens de voir, pas plus tard qu'hier, que un club libyen s'est permis de payer la clause libératoire de 2,5 millions d'euros d'un joueur qui jouait à la RS Berkane au Maroc, alors que la Libye, elle était instable il y a quelques temps en arrière. Donc c'est juste pour vous dire qu'il y a un effet de
deux modes, j'ai envie de dire. Chaque 2 ou 3 ans, il y a un championnat qui va émerger. Ils vont mettre beaucoup d'argent, ils vont prendre des joueurs, mais ça ne va pas continuer. Et c'est ça le problème avec les différents championnats africains. C'est vrai, les pays maghrébins ou bien le championnat sud-africain prend un petit peu le dessus, par exemple, par rapport à ce qu'ils fournissent aussi au niveau des sélections. Mais là, par exemple, on vient de voir le Maroc à la CAN. Il n'y a pas un joueur qui représente fièrement le championnat local marocain. Et on voit qu'il y a beaucoup d'étrangers dans ce championnat marocain-là. Même l'équipe nationale U20 du Maroc qui est allée remporter la Coupe du Monde, il y a eu beaucoup de binationaux. Donc là, les championnats qui sont en top, excepté l'Afrique du Sud, je parle plus des championnats maghrébins, leurs différentes sélections préfèrent aller prendre des binationaux ou des expatriés au niveau de leurs différentes équipes nationales. Sauf l'Égypte. Sauf l'Égypte, qui n'est pas un pays du Maghreb, je suis d'accord. sauf l'Égypte, merci pour la précision. Donc, il faudrait déjà avoir cette belle politique au niveau local. J'ai vu qu'au niveau de l'UFOA, ils vont tenter de relancer le trophée amical Cabral, mais je pense plus que le Chan ou la Chan, je ne sais pas. Le championnat national. On va dire le Chan. Ouais, bon, c'est comme avec la VAR. Hein. Coucou Désiré. Donc voilà, c'est pour moi, il avait son pesant d'or, ce championnat-là. Et malheureusement, le fait de l'élaguer pour la Ligue des Nations, on ne sait pas encore comment ça va se passer. Peut-être cette Ligue des Nations va être réservée à des joueurs, c'est vrai, locaux, mais aussi qui jouent dans les différents championnats africains. Parce que ça a parlé de ça au niveau du Chan pour le relancer un petit peu. Mais ça sera très, très difficile. Il va falloir que les différentes organisations au niveau régional ou sous-régional réfléchissent un petit peu sur comment améliorer leurs différentes sélection, mais également, comme l'a dit Grand Yoro, donner un peu plus de peps à nos différents clubs. Yoro, justement, on va faire rapide parce qu'on a un deuxième sujet. Finalement, est-ce que tu as de l'espoir pour ces championnats locaux dans leur pérennité? Moi, non. Non, pas du tout. Non, franchement, non. Alison? J'espère. Tu as de l'espoir? J'espère que ça puisse le faire, qu'il y ait un mécène africain qui vienne et qui relance un club et que ça donne envie à un autre mécène africain, comme on connaît l'ego des hommes africains, et puis que ça crée des guerres et que les clubs existent. Et toi? Moi, j'espère aussi. Tu espères aussi, Ousmane? Je l'espère. Ben moi, j'ai beaucoup de réserves, hein, parce que comment dire ça, les différents championnats mondiaux s'ouvrent de plus en plus, et il y a les pays du Golfe aujourd'hui qui payent beaucoup. On parle même de la Libye ces derniers temps, qui met beaucoup d'argent dans les joueurs. Mais même nos clubs, parce que c'est une question d'argent, en vérité, les amis. Même nos clubs classiques, comme le TP Mazembe, le Oroya, qui achetaient de grands joueurs, qui gagnaient la Champions. Aujourd'hui, quand tu vois au TP, le président dit « Ah non, moi, à Cavalondo, moi, je fais de la formation. » Le président du Oroya « Ah non, moi, maintenant, je suis dans la formation. Ouais. Donc c'est vrai que ça n'augure pas des lendemains meilleurs. Hein. Les amis, ça se passe en France, ça aussi d'ailleurs. Oui, ça se passe en France. Avec la crise des droits TV, aujourd'hui, les clubs, ils se mettent beaucoup dans la formation. Mais beaucoup de l'information, et les joueurs aussi partent aussi assez vite à l'étranger parce que justement ça paye beaucoup mieux. Tiens les amis, le racisme dans le foot. La semaine dernière, vous avez regardé Benfica, Real Madrid, il s'est passé... Bon, je ne sais même plus si on doit dire tout ça au conditionnel, parce que le jugement définitif n'a pas encore été rendu. Mais le joueur a été suspendu. En marge de la rencontre, justement, de la Ligue des Champions, Benfica, Real Madrid. On va discuter de racisme. Ce n'est pas les sujets qu'on préfère, mais ça fait partie de l'actualité. On enchaîne tout de suite dans Face au débat. En marge de la rencontre entre Benfica et le Real Madrid en Ligue des Champions, mardi 17 février dernier, une polémique a éclaté, les amis. L'ailier brésilien Vinicius, que vous connaissez tous, ouvre le score donc pour le Real Madrid. Comme souvent, il célèbre son but en dansant, point de corner. Je ne sais pas, c'est quoi, c'est la samba, je ne sais pas ce qu'il fait exactement. Il a fait du Roger Mila. En tout cas, un geste du Roger Mila, c'est vrai, c'est du Roger Mila, c'est du Makossa. Donc ce geste, a priori, ne plaît pas à tout le monde. De l'autre côté, le jeune Argentin, Gianluca Prestiani, donc joueur du Benfica, s'adresse à Vinicius en cachant donc ses lèvres avec son maillot. Mais que lui dit-il exactement? Les joueurs madrilènes affirment que Prestiani aurait traité Vinicius de singe à plusieurs reprises. Ils alertent donc immédiatement l'arbitre. Celui-ci applique donc ce qu'on appelle le protocole
anti-racisme, en croisant justement les bras comme ça, qui donc veut dire tout de suite une interruption du match pendant donc 8 minutes. Le match a été interrompu et avant la reprise donc de la rencontre. Les versions donc divergent après coup. Le joueur du Benfica nie catégoriquement avoir tenu des propos racistes. Le club portugais soutient son joueur et évoque plutôt des insultes échangées dans le feu de l'action, sur fond donc de rivalité sud-américaine entre Argentins et Brésiliens. Selon certaines informations, Prestiani aurait reconnu avoir tenu des propos homophobes tout en niant toute insulte raciste. Une question demeure cependant. Pourquoi se cacher donc la bouche si l'on n'a rien à se reprocher, les amis? On rappelle aussi que même les insultes homophobes sont elles aussi de toutes les façons inacceptables. L'UEFA a nommé un inspecteur donc, afin de faire la lumière sur cette affaire. Une question plus large, en mon sens, se pose d'ores et déjà, les amis. Le protocole aujourd'hui qu'on demande aux arbitres d'avoir, est-ce qu'il est suffisant? Est-ce qu'il est suffisant? Est-ce qu'il faut arrêter définitivement les matchs en cas de soupçon d'actes racistes? Est-ce que les sanctions, justement, appliquées aujourd'hui sont dissuasives selon vous? Racisme dans le football, c'est vrai, on fait le constat, mais on se rend compte que les décisions, les sanctions ne sont pas si dures que ça. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, les amis? Alison? Moi, je pense qu'il devrait y avoir jurisprudence. C'est-à-dire qu'il faut prendre un cas, un exemple, et ensuite on applique à partir de là. Là, pour le coup, pour le joueur de Benfica, il se casse la bouche. Donc, s'il sait qu'il se cache la bouche, c'est qu'il dit quelque chose de grave. Et en plus, soit dit en passant, sa défense, je ne suis pas raciste, je suis homophobe. Bon, ça, pour le coup, l'intelligence, il l'a laissé au vestiaire. Je pense que effectivement, l'arbitre a fait il a fait ce qu'il devait faire, il a appliqué le protocole, etc. Mais c'est pas assez. Dans ce cas-là, moi, ce que j'appliquerais, insulte raciste. Il est venu, il a dit ça. Ok, Vinicius, tu me dis qu'il a dit ça. Mbappé, tu confirmes. Carton rouge au vestiaire. Et ensuite, la commission de discipline applique. Ça veut dire qu'ensuite, on vient, on lit sur les lèvres, on machin, etc. Et de là, quand on sait que maintenant les mecs vont se prendre des cartons rouges systématiquement, mais si l'arbitre avec n'a pas des grosses entendu, suspensions. L'arbitre ne peut pas s'arrêter sur des propos de deux coéquipiers qui jouent dans la même équipe pour accuser un autre coéquipier, sachant qu'il a caché sa bouche. Non, mais c'est pour ça que je dis, il doit y avoir des cas de jurisprudence. Là, c'est par exemple, pour le coup, je ne pense pas que Vinicius soit fou en allant courir vers l'arbitre et lui dire « il vient de m'insulter ». Ils ne sont pas fous. Ils s'insultent tous les week-ends. Oui, mais l'arbitre, il a besoin d'avoir des preuves matérielles. Dans ce cas-là, alors, Alison. pour reprendre l'exemple, dans ce cas-là, rien ne sera jamais fait. L'arbitre, parfois, il a 2 mètres, parfois, il a 3 mètres, parfois, les supporters crient plus, parfois, les supporters crient moins. Dans ce cas-là, on n'a jamais entendu, on n'a jamais vu, personne n'est raciste, mais entre-temps, ça continue de traiter de singes, ça continue, les joueurs aussi, d'avoir des insultes racistes et homophobes, et dans les tribunes, pareil. Donc finalement, le racisme et l'homophobie, c'est pas si grave que ça, si on fait jamais rien. Léo? Moi, déjà, je pars du principe que Vinicius a raison. À partir de là, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de justification autre, parce qu'on a entendu... oui, chez les Argentins, c'est comme ça, Non. Vinicius, en plus, c'est quelqu'un qui a eu, dans sa carrière, déjà plusieurs cas de racisme contre lui, avérés en plus. Je ne pense pas que ce soit quelque chose... Lui qui mène un combat contre le racisme, je ne pense pas que ce soit quelque chose avec lequel on joue, et je pense qu'il en est conscient. Bien sûr. Donc, à partir de là, moi, je le crois foncièrement. Maintenant, ce qui est un problème, c'est qu'on ne va pas pouvoir prouver que Prestiani a dit telle ou telle chose, parce qu'effectivement, il avait la bouche rentrée dans le t-shirt. Cependant, comme encore une fois, je le dis, je crois Vinicius, je pense que le football est aussi à l'image de la société. C'est-à-dire que dans la société, dans le système, parce que le racisme, c'est systémique, aujourd'hui, si tu profères une insulte raciste dans la rue, C'est pas très grave. quelles vont être tes sanctions ? Ok. Aujourd'hui, dans les médias, on voit des choses passer. Encore ce week-end, il y a eu une manifestation à Lyon en hommage à un jeune homme décédé qui avait... Quentin? Voilà, tout à fait. À Quentin, qui avait des idéologies d'extrême droite. Cette réunion, cette marche en son hommage réunissait des extrémistes de toute l'Europe, et dans les médias, on a vu que c'était quelque chose qui avait été à la fois légitimé et à la fois normalisé. Alors que l'histoire a montré que ça n'avait ni sa place dans la rue, ni sa place nulle part. Donc à partir du moment où
dans la société en tant que telle, on n'arrive pas à à sanctionner ça et à trouver les bonnes parades et à aussi éduquer, parce que ça passe par l'éducation, pour faire comprendre qu'il n'y a personne qui est différent des autres. On est tous les mêmes. Et à partir de là, il va falloir trouver, c'est difficile, hein, parce que ça existe depuis, c'est pas nouveau, le racisme, c'est pas nouveau, l'homophobie, ça existe depuis des centaines d'années. Et je ne pense pas qu'une solution sera trouvée, mais il faut absolument qu'on éduque les gens et surtout qu'on réussisse à enfin les sanctionner parce que c'est grave et il faut que tout le monde prenne conscience et assume aussi ses actes. Éducation pour toi. Ousmane, pour toi, de façon pragmatique, je suis désolé, on n'a plus beaucoup de temps. Ouais. En 1 minute, qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire justement pour éradiquer ce mal, justement? Là, on va rester dans le cadre du foot, hein. Autrement, on ne va pas s'en sortir. Dans le cadre du foot, sur les terrains notamment, qu'est-ce qu'on peut faire? Simple, il faut arrêter la théâtralisation de ce qui est en train de se faire. Par exemple, le match là de Champions League, tout le monde savait que personne n'allait rentrer au vestiaire. Tout le monde était là à négocier, ouais, il faut venir jouer et tout, c'est pas grave, un truc comme ça. Quand il y a des choses qui se font comme ça, comme l'avait dit Samuel Eto'o, on coupe direct, on touche voilà, la poche, c'est-à-dire qu'on arrête le match, voilà, tout le monde rentre au vestiaire. Parce que ça a continué, on en a parlé avec le cas Vinicius, mais ce week-end aussi, ça a existé en Angleterre avec le cas Wesley Fofana et même Hannibal Mejbri. Voilà, donc ce sont des choses qui vont continuer. Pour toi, il faut arrêter le match. Bah, bien sûr, direct. Yoro. Ben déjà, ça a changé. C'était dans les tribunes, maintenant c'est sur la pelouse. Parce que moi, c'est la première fois que je vois quelqu'un dans une pelouse traiter son adversaire de singe. Ce qu'il faut, il l'a dit, il faut toucher au portefeuille. L'UEFA et la FIFA, il n'y a que l'argent qui les intéresse. Tant qu'il y a de l'argent, ils s'en foutent du reste. Le jour où tous les Noirs diront « on ne joue plus », ils vont perdre des droits TV, ils vont perdre beaucoup d'argent, c'est là qu'ils vont régler le problème. C'est ton mot de fin sur le sujet. Merci en tout cas pour la breveté de ton propos, mais qui a tout son sens, hein, n'est-ce pas, aujourd'hui. Merci les amis d'avoir été des nôtres. Hein. Il y avait un bureau des pronostics, mais on n'a pas beaucoup de temps. Hein. On va s'arrêter là aujourd'hui. Merci à Romain d'avoir été des nôtres côté réalisation. Et puis on va se donner rendez-vous lundi prochain. Merci Alison. Yoro, mille merci d'être passé par ici. Et puis tu reviens nous voir quand tu veux. Léo, merci beaucoup. Malik, Ousmane, merci. bon vent à toi également. Et puis on se donne rendez-vous lundi prochain les amis. Salut.